sur le plateau de la Web TV du diocèse de Clermont avec nos invités aujourd'hui, monsieur et madame Cottenet. Madame Cottenet, bonjour. Bonjour. Monsieur Cottenet, bonjour. Vous êtes nos invités parce que ce mercredi 6 janvier à 20h30, vous donnez une conférence au centre diocésain sur le climat et bien sûr les perspectives à venir suite à la COP 21. Alors cette COP 21 au Bourget, elle s'est tenue avec 195, je crois, pays. Et on est arrivé quand même à un accord sans précédent, un accord de principe, mais de limiter l'augmentation, on peut dire, de la température à moins de 2 degrés supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. Alors, j'ai oublié de vous dire, je vais vous présenter, pardonnez-moi, vous êtes tous les deux des scientifiques, vous êtes universitaires, vous êtes enseignant, professeur d'université à Blaise Pascal et chercheur aussi, professeur émérite en physique. Hein, c'est bien cela, monsieur Cottenet? C'est l'atmosphère. De l'atmosphère, exactement. Excusez-moi donc d'avoir tout de suite voulu parler de la COP 21 qui nous passionne et qui vous passionne aussi. Alors, la COP 21, bien sûr, il y a eu Kyoto en 97, Copenhague en 2009. Je crois que c'est 2009. Oui, c'est ça, 2009, oui. Il n'y a pas eu grand-chose qui sont sortis de ces réunions. Aujourd'hui, c'est très important ce qui s'y passe. Mais pouvez-vous déjà nous rappeler de quoi est faite l'atmosphère? Est-ce qu'on peut savoir, il y a des gaz de serre, il y a de l'ozone qui protège la Terre Madame Cottenet. Alors, essentiellement, il y a l'azote, il y a l'oxygène, et il y a ce qu'on appelle aussi, il y a de la vapeur d'eau, les gaz à effet de serre qui sont la vapeur d'eau, le gaz carbonique, puis il y a l'oxyde nitreux, il y a beaucoup de gaz carbonique et de gaz à effet de serre, mais en fait, ce sont des gaz qui ont une très très faible quantité, ce qu'on appelle des gaz en trace. Du reste, on a des unités spéciales pour les mesurer, puisqu'on parle de ppmv, ppbv, mais tout ça, on en parlera lors de la conférence. Mercredi. Voilà. Simplement, qu'est-ce qu'on observe actuellement? Quel est le déséquilibre qu'on observe? Eh bien, autrefois, il y avait pratiquement 280 ppm de gaz carbonique et actuellement, on en est pratiquement à 400 ppm. Donc, c'est une augmentation très rapide des gaz en même pas 100 ans, en 50 ans, il y a eu énormément d'augmentation. Alors, Guy Cottenet, mais il n'y a pas que l'homme là qui est responsable de ces phénomènes. Les changements climatiques ont toujours eu lieu dans l'histoire de la planète. Ils ont toujours eu lieu. Depuis autant pour autant qu'on le sache, la Terre a toujours changé de climat. Il y a eu d'ailleurs des tentatives tout à fait cohérentes de reconstituer les températures moyennes de la Terre. Et on est passé par des phases de glaciation, des phases de grande chaleur. Mais c'était très lent. Justement, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de tragique, c'est que le changement auquel nous assistons actuellement est extrêmement rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, le dernier maximum glaciaire a eu lieu il y a 21 000 ans. On a mis à peu près 10 000 ans à en sortir. Et c'est là que l'homme, d'ailleurs, a ensuite... Voilà, mais on a mis 10 000 ans, mais ça, c'était un changement qui était naturel, dû à des causes astronomiques. Et à la fin de cette ère glaciaire, donc, on a eu ce qu'on a appelé l'optimum de l'Holocène, où là, les grandes civilisations ont commencé à naître au Moyen-Orient, dans toute la Terre. Mais on a pris 5 degrés en moyenne. Il faut bien savoir que c'est 5 degrés en moyenne entre une glaciation, une ère glaciaire et une ère tempérée. Donc 5 degrés en 10 000 ans. Actuellement, on va peut-être prendre 5 degrés en 100 ans. Oui, donc il y a vraiment là un signal d'alarme à tirer, une urgence. Et vous êtes passionné aussi par ce qui se passe de par votre profession, puis aussi en tant qu'être humain. En tant que citoyen, en tant que lecteur de Laudato aussi, en tant que scientifique, ce qui est complètement la même chose. Moi, j'aurais bien nommé le pape au GIEC, parce que c'est le plus scientifique de tout... Le GIEC, dites-nous ce que c'est le GIEC, rappelez-nous, le GIEC. C'est un groupe intergouvernemental d'experts scientifiques. Et ils sont reconnus au niveau international? Ah oui, ce sont que des... Non, c'est international. Il y a de nombreux laboratoires, je crois 130 laboratoires qui collaborent, 2500 scientifiques, c'est énorme. Et donc c'est à partir de leurs travaux, de leur modélisation,
modélisation. C'est à partir de leurs travaux. Il n'y a pas que les modélisations, il y a beaucoup d'observations aussi. À partir de leurs travaux, et puis même beaucoup de recherches, à partir de leurs travaux scientifiques qui sont publiés dans des journaux scientifiques reconnus. Et donc ensuite, le GIEC reprend tous ces travaux et il y a beaucoup moins, en fait, en personnel stable au GIEC, je crois qu'ils sont qu'une trentaine. Qui travaillent vraiment au GIEC. Alors, autrement, les autres, ce sont des personnes qui ont leur métier et qui travaillent à l'extérieur. Donc on disait qu'il y avait des causes historiques, enfin au changement climatique. Tout à fait naturel. Il y a aussi des causes naturelles d'aujourd'hui, si on pense, je ne sais pas moi, les volcans, les courants marins, le Niño. Quel est le rôle de ce Niño? On en parle en ce moment. Aujourd'hui, là, il aurait un impact aujourd'hui. Pas de suite sur la France, parce que quand même, le El Niño, c'est un courant qui se passe essentiellement, c'est de l'eau chaude qui bascule entre les côtes ouest de l'Amérique du Sud et l'Indonésie. Vous voyez. Donc c'est le Pacifique. C'est dans le Pacifique Sud. Donc évidemment, ça ne va pas avoir un impact de suite sur la France. Ça, mais quand même, on en parle. Mais ça a un impact sur le réchauffement. Le réchauffement sur le globe entier, plus particulièrement sur l'Amérique du Nord d'abord, mais ensuite peut-être sur l'Atlantique, bien sûr. Et ça joue un rôle en ce moment sur les températures très douces qu'on a. Non, pas forcément El Niño. Non, il y a des intervariabilités du climat, ça existe. Ça, non. Ce qu'il faut savoir sur le Niño, c'est que c'est une énorme quantité d'eau chaude qui va surgir comme ça dans l'océan par des processus complètement naturels, mais qui vont envoyer dans l'atmosphère une grande quantité de chaleur. Bon, en même temps, il y a d'autres problèmes de sécheresse d'un côté et de pluie torrentielle de l'autre, mais le Niño a un impact sur le climat mondial. Bon, pas directement et pas immédiatement, mais au bout d'un moment, c'est quelque chose qui peut arriver. D'après les projections du GIEC, combien fraction de degré. Il peut jouer sur les événements El Niño provoquent un réchauffement qui peut être de l'ordre de 0,2 degrés sur la température moyenne de tout le globe. Et les événements El Niña, qui sont au contraire, c'est l'inverse, c'est un refroidissement. On peut avoir moins 0,15 degrés en moyenne sur toute la température. Vous voyez, c'est-à-dire, vous voulez dire par là que ça a un impact, mais tellement minime par rapport à l'impact humain. Ça a un impact quand même qui mais nous est n'en sommes pas responsables. On n'en est pas responsable, mais les gaz à effet de serre ont un impact aussi qui est beaucoup plus important, mais quand même, il faut voir aussi la variabilité naturelle, puisqu'il y a l'activité solaire, il y a les volcans, il y a El Niño, tout ça, ça a un impact, c'est des variabilités naturelles. Et donc il y a celles qui ne sont pas naturelles, enfin c'est l'homme qui est anthropique, puisqu'anthropos c'est l'homme. Alors pour qu'elle ne reste pas lettre morte, cette décision unanime qui a été prise au Bourget, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les gaz à effet de serre? Il faut faire vite. Il faut faire vite et changer, vraiment faire la transition énergétique qui est proposée, ça c'est évident. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer actuellement? Faire soi-même attention. On peut faire des économies. C'est à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Le niveau collectif, vous savez, pour avoir participé à un grand nombre ces dernières semaines, ces derniers mois, de réunions qui sont notamment organisées à l'instigation de Laudato Si, les chrétiens changeants ou les soirées Laudato Si, etc., on se rend compte qu'il y a énormément de gens dans le monde qui ont des pratiques, par exemple agricoles, de plus en plus vertueuses. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. On est encore en France et dans d'autres pays complètement adaptés à l'agriculture intensive. Donc, pour autant qu'on le sache, l'agriculture, comme l'industrie, à partir du moment où vous allez dégrader les sols, vous allez prendre le dioxyde de carbone qui est piégé dans l'humus. Non seulement on va avoir des rendements agricoles qui vont baisser, mais en même temps, tout le CO2 qui était piégé dans l'humus, il va repartir. Et Sylvie aura montré d'ailleurs dans cette réunion une contribution non négligeable de l'agriculture intensive
Donc tous les domaines, tous les domaines, on doit agir. L'industrie, évidemment, le premier... Le résidentiel, le tertiaire, tout ça, c'est énorme. Ça mange énormément d'énergie. Oui, mais si en fait, c'est la production d'électricité, la production d'énergie. L'énergie, c'est les problèmes de l'énergie. C'est 80% d'émissions de gaz à effet de serre sont dues essentiellement à la production énergétique. Alors, à la COP21, on a entraîné avec... les politiques ont entraîné avec eux des grandes entreprises qui ont aussi... voulu devenir vertueuse dans ce domaine-là. Le greenwashing, attention. Alors, dites-nous un peu ce que vous en pensez de ces entreprises qui, quand même, certaines sont intéressées, par exemple, par les gaz de schiste, et qui vont quand même aussi travailler à... Alors, par la force des choses, donc elles vont être condamnées à la vertu. Elles vont être forcément condamnées à la vertu à partir du moment où, je l'espère, un certain nombre de pressions sociétales qui viennent de la base arriveront à dire, mais non, tout ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Alors, bien évidemment, on va dire, mais vous allez créer du chômage. Certainement, on risque dans un premier temps de créer du chômage, mais tout ça est un problème de formation. Et c'est là que l'université a son rôle à jouer. Il faut absolument que l'on arrive à former de plus en plus de gens. Par exemple, on prend la rénovation des bâtiments. La rénovation des bâtiments, alors il faudrait savoir comment on va la financer, mais à partir du moment où on la finance, ça va être un cercle vertueux, parce qu'il y a des expériences qui ont été faites, notamment par comment ça s'appelle, je sais plus, un certain nombre d'ONG, pour savoir comment on pourrait arriver, en prenant un bâtiment, à avoir la moitié de gaspillage qui est éliminé. Donc on peut, un bâtiment, comme dit Jean Covici, donc qui est bien connu, et il dit toujours la meilleure source d'énergie, c'est celle qu'on ne gaspille pas. Et à partir de là, on peut arriver à avoir... vous savez, la Terre consomme actuellement 13 terawatts. Le terawatt, c'est 1000 milliards de watts. On dirait un juron du capitaine Haddock. Hein, donc, voilà. Impressionnant. Donc, et c'est 13 milliards, donc c'est 13 terawatts. On pourrait arriver à les diviser par 2 si on arrivait déjà à ne pas avoir de gaspillage. Et il faut savoir que le Soleil nous envoie 173 000 terawatts. Donc ça veut dire qu'on en a 10 000 fois trop. Eh ben, si on arrivait à capter... question alors d'équilibre à trouver, de proportion. Oui. Et vous croyez vraiment alors que le politique doit tirer à lui l'économie et que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Alors, le baron Louis, pendant la Restauration, il y avait un très grand ministre des Finances qui était le baron Louis qui disait faites-moi de bonnes politiques que je vous ferai de bonnes finances. Actuellement, on a inversé le paradigme. Donc la finance dit politique, tu fais ce que je veux et tu me laisses travailler en paix. On a complètement inversé. Il faudrait en revenir à la sagesse du baron Louis. Bon. Bah écoutez, c'est une... espérons que les grandes entreprises verront aussi à long terme. Parce que le problème, il est là, on voit un petit peu tout. Oui. Il faudrait aussi le prix du carbone, peut-être, mais ça, c'est dans les accords de la COP21, il n'y a aucun prix qui est affiché, mais ils encouragent les politiques nationales à le faire au niveau national. Voilà. Donc vous comptez beaucoup, comme vous disiez, Guy Cotteny, sur la base, sur vraiment la prise de conscience citoyenne. Si on regarde l'encyclique aussi, on parle de ça. C'est chacun de nous. C'est le pape François. On doit chacun faire un petit pas. Une question, au-delà de ces réserves que j'émettais, il y a un sujet qui n'a pas été traité du tout à la COP, c'est le problème de la surpopulation. Est-ce que pour vous, c'est un problème, un phénomène auquel on devrait être attentif? Parce que déforestation, agriculture... On lit également de temps en temps des bouquins excellents comme ceux de Marie-Monique Robin, par exemple, donc, pour ne citer qu'elle, où il est tout à fait évident que si on avait des pratiques vertueuses dans dans la nouvelle agronomie, c'est-à-dire quelque chose qui respecte vraiment l'environnement, eh bien, on arriverait à nourrir peut-être 15 milliards de personnes si on évitait le gaspillage. Actuellement, avec cette finance débridée, cette économie complètement débridée, on arrive à devoir jeter des choses parce qu'on ne sait pas comment on pourrait aller les distribuer. Mais il ne faut pas les distribuer. Prenez l'exemple du Malawi, par exemple. Le Malawi, il y a quelques décennies, il ne mangeait pas à sa faim. Maintenant, ils ont réussi, en adaptant des nouvelles pratiques agricoles, à associer un certain nombre de plantes, par exemple, pour pour éliminer la pyrale du maïs. Au lieu de mettre des OGM, au lieu de mettre tout un tas de vilaines choses comme le Roundup, eh bien, ils ont décidé de mettre à côté, juste en bordure du champ, de l'herbe à éléphant.
et puis le maïs est au milieu. En fait, voilà, ce que vous nous dites là, c'est qu'on peut nourrir la population, même si elle augmente, alors que... Peut-être pas des valeurs très grandes. Très grandes aussi. 15 milliards, c'est maximum, un chiffre qui a été avancé. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin d'OGM, parce que la pyrale, elle va pondre ses œufs dans l'herbe à éléphant, et elle ne peut plus redécoller. Et il n'y a plus besoin d'OGM. Bon, comme vous disiez, on a besoin de former des scientifiques aussi, on a besoin de former des citoyens. Ah oui, ça c'est sûr. D'après vous, le prochain rendez-vous, la COP21, c'est quand les prochains rendez-vous? Il y a la COP22, c'est chaque année, mais les conférences des partis, c'est tous les ans. Oui, c'est tous les ans qu'il y a une conférence des partis. Mais de toute façon, je crois qu'ils ont décidé, les accords seront revus tous les 5 ans, mais les accords de la COP21 ne prennent effet qu'à partir de 2020. On a le temps d'augmenter, là, c'est encore la température de Enfin, de la Hollande, planète. on ne va pas faire trop de politique, ils ont quand même eu une bonne décision. Ils ont dit, à partir de 2018, on peut se rencontrer si jamais on est vraiment... si on est volontaire. Espérons qu'il y aura la volonté politique aussi d'action. Guy Cotret, Sylvie Cotret, merci. Donc vous avez rendez-vous avec nous ce mercredi 6, demain, puisque nous serons mercredi demain, à 20h30 au Centre diocésain du Pastoral, pour nous parler donc de la COP21 et aussi bien sûr de l'avenir de la planète. Merci à vous. Avec beaucoup de plaisir. Merci, madame. Beaucoup. Merci.